Nous allons aborder aujourd'hui le diagramme de Bode. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de Bode? Eh bien, un diagramme de Bode, c'est une façon de représenter ce qu'on appelle une fonction de transfert. Et une fonction de transfert, c'est une relation entre une variable de sortie et une variable d'entrée d'un quadripôle quelconque réalisé par de l'électronique ou par d'autres choses. Donc, quand on a une variable de sortie, prenons par exemple une tension de sortie et une tension d'entrée, donc c'est le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Et quand on parle de diagramme de Bode, c'est qu'il s'agit réellement d'une excitation qui est sous forme sinusoïdale. Ça va nous aider beaucoup dans l'analyse des fonctions électroniques. Je pense qu'on peut le comprendre mieux quand on parle réellement des fonctions électroniques. On voit que toutes ces fonctions sont décrites par un diagramme de Bode, module et phase. Alors comme introduction, je vais commencer d'abord à introduire ce que ça veut dire un diagramme, la formulation mathématique. Ensuite, on voit qu'il y a deux façons pour présenter un diagramme de Bode, c'est module et phase. Donc on va apprendre à réaliser la fonction de transfert module et ensuite on va regarder la fonction de transfert phase. Et je pense que la meilleure compréhension, c'est lorsqu'on avance et on arrive vers des chapitres où on traite des vraies fonctions électroniques. Commençons par ce qu'on appelle une fonction de transfert. Ça, c'est une fonction de transfert. Donc, dans une fonction de transfert, vous reconnaissez qu'il y a un numérateur, un dénominateur. Et il y a une valeur k qui est une valeur constante. Ce qui est au numérateur, on se référence à ça avec un oméga z. Z, c'est pour 0 de fonction de transfert. Et au dénominateur, on a l'indice P pour appeler ceci pôle de la fonction de transfert. Vous allez constater qu'on a cette forme j oméga sur oméga z0. Et vous retrouvez la même chose au dénominateur. Donc on a aussi le 1 sur j oméga sur oméga p0. Donc la forme qui est au numérateur, on le retrouve pareil au dénominateur, mais son inverse, donc 1 sur. Pareil pour ceci, 1 plus j oméga sur oméga z1, et 1 sur 1 plus j oméga sur oméga p1. Donc quand on réalise ces deux formes, celle-ci et leur inverse, ainsi que la constante k, nous allons voir plus tard que cette représentation dite canonique va correspondre à un bloc. Dans ce bloc, on a mis de l'électronique. À la sortie, on a une variable de sortie. Cette variable de sortie pourrait être soit une tension, donc prenons le cas d'une tension. C'est une excitation sinusoïdale à la sortie due à une excitation sinusoïdale à l'entrée. Et que ce qui est à l'intérieur de ceci, on l'appelle fonction de transfert. Et toutes ces formes canoniques que vous voyez ici, représentées, que celle-ci répétée une deuxième fois, une troisième fois, pareil au dénominateur, nous pouvons les réaliser par de l'électronique. Donc quand on suit le cours d'électronique, on va voir qu'une fonction 1 sur 1 plus j oméga sur oméga p1 va correspondre à un filtre de nature passe-bas. Ça signifie que la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée et leur rapport va nous donner une fonction dans laquelle la fréquence en basse se laisse passer à travers ce filtre et elle sera copée à un endroit qui s'appelle le pôle de la fonction de transfert qui est lié à ce oméga p1 et qui correspond à une valeur bien connue. Donc la variable est oméga. La variable l'unité de h de j oméga, on va voir tout de suite après que c'est un rapport entre une tension et une tension, donc il n'y a pas d'unité. Et on va parler de décibels parce qu'on va chercher le 20 log du rapport de la tension de sortie divisé par la tension d'entrée. Nous allons utiliser une représentation graphique. Cette représentation graphique, elle est là pour montrer pour un ensemble de tensions sinusoïdales ce qui va se passer avec le module de la fonction de transfert qui va nous décrire ce qui se passera avec les amplitudes de ces différentes tensions qui vont traverser, donc je parle de la tension sinusoïdale, qui vont traverser ces quadripôles qu'on vient de voir avant. La phase, c'est aussi décrire qu'est-ce qui se passe avec la phase de ces tensions sinusoïdales de la sortie par rapport à l'entrée avec une variable oméga. Donc on va changer le oméga
les pulsations de ces tensions et nous allons voir à la fois leur valeur d'amplitude, le rapport de valeur d'amplitude qu'on appelle le module de la fonction transfert, et on le décrit comme étant module de h de j oméga, et on utilise cette fonction logarithmique. Donc on va chercher le 20 log à base 10 de h de j oméga. Et pourquoi nous ferons quelque chose de ce style-là? Il est simple. Étant donné que la phase va décrire les signes. Donc une tension qui est positive à l'entrée d'un quadripôle est devenue négative, et bien même si l'amplitude est la même, on le voit ici, il n'y a pas eu de changement d'amplitude, c'est 20 log de quelque chose qui est égal à 1, donc 20 log de 1, ça veut dire la tension de sortie dans l'amplitude divisé par, si c'est la même valeur de crête, il n'y a pas eu de changement. Si ceci est égal à 1, eh bien ça va nous donner le log de 1 égal à 0, donc on se trouve avec 0 dB. Pareil, si la tension de sortie c'est 10 fois supérieure que la tension d'entrée, eh bien on va trouver 20 dB. À chaque fois qu'on multiplie par 10, on ajoute 20 dB dû à cette pente de 20 log à base 10 du rapport de U1 sur U2. Donc on peut le voir ici, à chaque fois qu'on multiplie par 0, on ajoute 20 dB. Par contre, à chaque fois qu'on divise par 10, donc la sortie est 10 fois inférieure à la tension d'entrée, eh bien on va retrouver le signe moins qui apparaît, c'est moins 20 dB, moins 40 dB, donc pareil, à chaque fois qu'on divise par 10, on retrouve une atténuation de 20 dB. Donc là, on parle d'amplification, pardon, jusqu'ici. Donc de là à là, si on exclut ceci, parce que là on a un suiveur, si on parle tension, on appelle ça suiveur en tension, c'est-à-dire la tension de sortie est égale à la tension d'entrée, et à partir de là, la tension de sortie est amplifiée par rapport à la tension d'entrée, et là on va parler d'un amplificateur, et on le voit avec une valeur positive qui apparaît de ce côté-là. Là, quand on a une atténuation, c'est-à-dire la tension de sortie est atténuée par rapport à la tension d'entrée, on voit que c'est 0,1001, une division par un facteur 10, et on voit ici que la valeur est négative, forcément, parce que le logarithme va nous donner ces signes moins. Donc quand on a un signe moins, ceci ne décrit pas ce qui se passe avec la tension, sachant que la tension est une tension sinusoïdale qui va fluctuer entre le positif et le négatif. Mais quand on vient sur le diagramme de phase, nous pouvons facilement distinguer la phase. Donc si la tension a été déphasée de 180 degrés, donc la partie positive est devenue négative, c'est dans un diagramme de phase que nous allons le comprendre. Et voilà, cette explication décrit la base de deux représentations graphiques, une représentation graphique qui s'intéresse à l'amplitude et une représentation graphique qui s'intéresse à la phase. Quand on prend deux quadripôles, un quadripôle que j'appelle H1 de J oméga et un autre quadripôle qui suit, et on les met comme ça l'un derrière l'autre, donc on l'appelle H2 de J oméga. La fonction de transfert global, c'est-à-dire si vous mettez une tension à l'entrée, tension sinusoïdale, je mets dessous un trait pour dire que c'est une représentation complexe, et vous regardez ce qui se passe à la sortie, et je l'appelle U2. Cette même tension, elle est lue par le deuxième, donc j'ai U2 qui apparaît ici, et je vais sortir une tension U3 qui est ici. Donc si je décris le module de la fonction de transfert comme étant U2 sur U1, la tension de sortie sur la tension d'entrée, suivi par U2 qui est la même divisé par la tension, pardon, là je dois écrire U3 divisé par la tension U2, eh bien vous allez voir que en simplifiant U2 et U2, c'est bel et bien la fonction de transfert global qui est U3 divisé par U1. Donc c'est une fonction de transfert où on s'intéresse à la sortie par rapport à l'entrée. La tension U2 intermédiaire se simplifie, n'apparaît pas.
Donc si vous prenez h de j oméga et vous dites c'est h1 de j oméga et vous dites c'est u2 sur u1 et la fonction h2 de j oméga qui est égale à u3 sur u2, eh bien leur produit, ce qu'on vient d'effectuer ici, correspond à la fonction de transfert globale de la mise en série de l'un derrière l'autre qui va nous donner u3 divisé par u1. C'est réellement ce qui se passe. Vous prenez une application audio, vous imaginez que vous avez un préampli et un ampli. Le préampli reçoit depuis un micro, depuis un tuner, depuis un lecteur MP3, un signal U1, la convertit en une tension U2, amplifiée en tension, entre dans un ampli de puissance et ressort avec une puissance accrue ou une tension à la sortie U3. Vous verrez que la fonction de transfert global est le produit de l'un par rapport à l'autre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que l'entrée d'un micro est la sortie sur un haut-parleur qu'on va mettre ici. Donc, on est intéressé par le produit des fonctions de transfert, H1 de j oméga par H2 de j oméga. Que tout ceci se transforme en addition. Parce que quand on l'exprime en décibels, le fait d'utiliser le logarithme, ça va nous transformer la multiplication en addition et ça va nous donner la somme. Si ceci c'est le module de la fonction de transfert H1 de j oméga, il suffit d'additionner à ce module H1 de j oméga le module de H2 de j oméga. Donc on a réussi à transformer une multiplication par de l'addition. Si on est capable de représenter un diagramme dans lequel le module décrit ce qui se passe avec ce bloc-là, en fonction de la variation d'une variable qui est la pulsation, en d'autres termes la fréquence, parce que oméga égale 2πf. Donc si on a à tracer le diagramme de Bode de H1 de j oméga, tracer le diagramme de Bode de H2 de j oméga, il suffit d'additionner les deux pour obtenir ce que ce genre de circuiterie pourrait donner. Donc l'intérêt de mettre une fonction de transfert sous la forme ceci, je l'ai mis en couleur pour montrer les différents types de fonctions que nous allons étudier, eh bien c'est que ceci va se transformer en addition. Prenons maintenant cette même fonction et regardons ce qui va se passer quand on commence à additionner ces formes canoniques, à savoir la constante, tracée en décibels, s'ajouterait à tout ce qui est fonction canonique de chaque bloc. Parce que là, j'ai une série de multiplications. C'est comme si j'ai pris des blocs électroniques et je les ai alignés l'un derrière l'autre. Et j'ai une fonction qui semble être très complexe, mais si chaque bloc correspond à une réalisation électronique que nous maîtrisons, eh bien, il suffit après d'additionner les diagrammes de Bode qu'on va tracer et apprendre à tracer pour chacune de ces fonctions. Alors, ceci apparaît comme étant quelque chose d'assez abstrait, mais quelqu'un qui fait de l'électronique, il va utiliser ça régulièrement parce qu'il va se rendre compte qu'à chacune de ces formes, on a une fonction pure et dure qu'on réalise et on a fait en sorte que ces formes canoniques sont transformées en un circuit qui serait présenté dans le cadre de ce cours. Je vais parcourir maintenant terme après terme. Je commence par le module constant d'une fonction de transfert. Supposez que vous avez une fonction de transfert qu'à l'entrée, vous mettez un signal, donc vous avez un quadripôle. Vous mettez dans ce quadripôle une tension sinusoïdale U1 et vous attendez à trouver une tension U2 à la sortie. Et vous retrouvez tout le temps que votre tension U2 égale à 10 fois U1. Donc s'il s'agit d'une tension de 1 volt, vous allez trouver 10 volts à la sortie. Et comme il s'agit d'une tension sinusoïdale, et supposez que vous changez la fréquence de cette tension U1 à l'entrée. Et vous voyez que U2 reste toujours la même fréquence à l'entrée, bien sûr, parce que c'est le même signal d'excitation, mais malgré toute la variation de fréquence que vous pouvez faire subir à U1, il n'y a aucun effet sur le rapport entre les deux. Donc j'ai un amplificateur que tout ce qu'il voit à l'entrée le multiplie par un facteur 10 sans pour autant changer l'amplitude de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc on va dire que lorsque la constante K est positive, et je donne cet exemple, on a toujours 20 log de 10, et ben ça va me donner 20 dB. Maintenant si on regarde ce qui se passe si j'ai un atténuateur, c'est-à-dire j'ai mis ici une fonction, et cette fonction, à chaque fois que je mets une tension à l'entrée, je trouve à la sortie le 0,05 de l'amplitude de cette tension. Donc je l'ai atténué d'une certaine quantité.
il va y apparaître le signe négatif parce que c'est 20 log de 0,05 qui va me donner moins 26. Et comme vous voyez, j'utilise l'unité décibels parce que U2 sur U1 n'a pas d'unité. La représentation en décibels me permet de décrire le non-unité et en utilisant cette représentation avec le 20 log, eh bien, on voit la multiplication par 10 qui nous facilite la tâche de comprendre que chaque augmentation d'une décade, ça va correspondre à ajouter 20 dB à cette droite. Si maintenant je mets un deuxième amplificateur qui me fait un gain qui est égal à 10 et je refais un deuxième derrière qui est le même, eh bien je vais voir que j'ai 40 dB, donc j'ai multiplié par 100. Je vais prendre une autre fonction canonique. C'est celle qui contient un nombre complexe. Donc là maintenant, j'ai un J oméga sur oméga Z0. Et je vais écrire ça en décibels. Donc le module de H de J oméga, c'est 20 log du module d'un nombre complexe. Donc le module d'un nombre complexe J oméga sur oméga Z0 va me donner 20 log de oméga divisé par oméga Z0, que je peux écrire 20 log de oméga moins 20 log de oméga Z0. En pratique, le oméga Z0 va correspondre à une valeur donnée. Ça, on sait, c'est une valeur numérique qui va dépendre dans mon circuit électronique des valeurs peut-être d'une résistance ou d'une capacité ou d'une une résistance, une inductance. Donc, c'est des choses que je connais. C'est des valeurs qui correspondent à des valeurs de composants. Par contre, la variable, c'est oméga. Donc, étant donné qu'on va tracer le diagramme de Bode sur cet axe-là, on va rapporter le log de oméga. Donc, comme si je suis en train de dire log de oméga, c'est x, et ça, c'est une constante. Donc, ça fait 20x plus une constante, que si je veux rapporter ça sur un diagramme de Bode, là, j'ai tracé l'axe qui contient log de oméga, et là, ce sont des décibels. Eh bien, c'est une droite, 20x plus c, c'est une droite d'une pente qui est égale à 20 dB et qui va passer par oméga z0. Lorsque x est égal, lorsque y est égal à 0, je vais trouver que x est égal à oméga z0. Donc ça on l'appelle module de fonction transfert de la fonction canonique qui est égale à j oméga sur oméga z0 et qui correspond à un rapport entre une tension et un courant, entre deux courants, à la sortie d'un quadripôle. Donc la nature de la variable, elle est indépendante de cette fonction. Elle veut simplement décrire ce qui se passe quand on transfère une variable d'entrée vers la variable de sortie. J'aimerais regarder l'inverse de ce qu'on vient de voir. Donc au lieu de prendre j oméga sur oméga z0, je prends son inverse, 1 sur j oméga. Étant donné que ça a passé au dénominateur, j'appelle ça pôle de fonction de transfert et j'écris oméga p0. Et je vais tracer le diagramme de Bode de ceci, module, diagramme de Bode, module. Eh bien, figurez-vous que c'est très simple, pas besoin de passer parce que beaucoup trop de temps à analyser ça. 20 log de 1, passe à 0, moins j oméga sur oméga p0. Son module, c'est oméga sur oméga p0. Et 20 log de ceci va me donner le signe moins derrière. Donc ce qu'on vient de voir juste avant, il se retrouve pareil, mais avec une pente négative. Là, je vais me trouver avec moins 20 dB par décade. Donc ça va me donner une fonction transfert qui a une pente est égale moins 20 dB par décade et qui passe par oméga p0 lorsque l'axe des Y me donne 0. Ceci va correspondre plus tard, on va le voir, à une fonction intégrateur dans le domaine temporel. Et grâce à ça, il y a un circuit électronique qu'on va apprendre qui se fait par un amplificateur opérationnel, par exemple, et qui nous permettrait d'obtenir cette fonction. Donc, à cette fonction-là va correspondre un quadripôle. Dans ce quadripôle, on va mettre de l'électronique. Et l'électronique, quand vous lui appliquez une tension à l'entrée U1, il va le donner à la sortie U2. Cette tension devrait être sinusoïdale. Lorsque vous faites varier la pulsation de cette tension sinusoïdale, donc vous augmentez ou vous baissez la fréquence, vous allez observer U2 et vous allez voir que cette tension U2 va parcourir cette courbe. Si vous augmentez la fréquence, donc en l'occurrence la pulsation, vous verrez que l'amplitude de la tension U2
va baisser et baisser et baisser et baisser en suivant cette courbe. Donc ça va baisser à coup de 20 dB par décade. Donc à chaque fois qu'on passe de 10 à 100, nous perdons un facteur 10 sur l'amplitude de la tension de sortie. Et ce diagramme décrit clairement ceci. Donc plus tard, quand on sait que là-dedans, on a mis une fonction de transfert, que vous verrez qu'il s'agit d'un intégrateur, eh bien vous pouvez directement tracer cette droite sans hésiter et vous verrez que vous faites passer par ce qui est dans le dénominateur, cette valeur-là qu'on a dit que ça va correspondre à une valeur constante, donnée par les valeurs des composants que nous allons utiliser. Donc vous rapportez ça ici, vous faites une pente de moins 20 dB et vous allez avoir clairement le comportement de votre fonction de transfert qui est à l'intérieur de ça, de ce bloc. Donc vous verrez que la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée est parfaitement décrite par ceci. Je vais prendre maintenant 1 plus j oméga sur oméga Z1. Là, j'ai, contrairement à ce qu'on vient de voir avant, on a tracé un réel pur, après on a tracé un imaginaire pur. Là, je prends une fonction qui contient une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, je suis bien sûr amené à écrire le module de ce nombre complexe, qui est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et maintenant, je dois tracer le module dans un diagramme de Bode où la variable est oméga. Le oméga Z1 est connu et je dois rapporter ça. Alors, on peut tracer ça comme on trace n'importe quelle fonction analytique. On commence par regarder les asymptotes. Donc, on fait tendre oméga vers l'infini. Si oméga tend vers l'infini, on a dans cette fonction une partie imaginaire qui devient beaucoup plus dominante par rapport à la partie réelle. Donc, on peut dire c'est quasi imaginaire pur et je néglige la partie réelle. Donc, je vais trouver que lorsque oméga tend vers l'infini, la fonction est similaire à celle qu'on vient de tracer juste avant, qu'on a appelée j oméga sur oméga Z1, et je néglige la partie réelle qui en l'occurrence est égale à 1. Donc j'ai 1 plus j fois infini. Il y a une deuxième asymptote, c'est lorsque je fais tendre oméga vers 0, et bien lorsque oméga tend vers 0, bien je vais me trouver avec réel pur, et réel pur va être égal à 1, la partie imaginaire va disparaître. Je vais chercher un point particulier qui appartient à ce module. Je remplace oméga par oméga Z1 et je vais me trouver à racine de 2. 20 log de racine de 2, c'est à peu près égal à 3 décibels. Donc j'ai une première asymptote, une deuxième asymptote et une valeur particulière qui appartient, qui est égale à plus 3 dB. Et je vais aller tracer le diagramme asymptotique que je viens d'avoir ici, et après tracer le diagramme réel que je vais trouver pour une fonction de 1 plus j oméga sur oméga Z1. Nous allons trouver ceci. Nous allons trouver que on a cet axe qui va être une asymptote, l'axe des x, et on a cette deuxième axe qui va être deuxième asymptote. En effet, ça va correspondre lorsque oméga tend vers l'infini. On avait vu qu'on peut négliger le 1. Donc ça nous a donné j oméga sur oméga Z1. Et on avait vu que c'est une droite qui passe par oméga Z1 et que la vraie courbe que nous aurons mesurée à la sortie de l'électronique, quand l'électronique représente une fonction de transfert qui est celle-ci, va correspondre à cette droite ou cette courbe qui est en rouge, qui part asymptotiquement autour de fréquence basse, qui va asymptotiquement sur l'axe des x et qui va après asymptotiquement vers cette droite d'une pente de plus 20 dB par décade. Et comme on avait vu que lorsque oméga est égal à oméga Z1, donc on a 1 plus j, ça fait plus 3 décibels. Donc il y a ce point-là, et ce point correspond à un point particulier. Donc on n'a qu'à esquisser cette courbe qui est celle-ci. Donc on voit que cette fonction électronique, que plus tard on va la réaliser avec des circuiteries électroniques, quand oméga est assez proche de 0, donc une tension DC, nous nous retrouvons avec une fonction qui va directement vers une direction asymptotique où pour oméga égale à 0, l'amplitude de sortie va être quasi nulle. Et plus on augmente la pulsation, nous allons voir que la fonction de transfert va nous donner à la sortie une variable qui va augmenter et qui va par
tire asymptotiquement sur cette asymptote J oméga sur oméga Z1. J'aimerais prendre l'inverse de ceci, et je crois que maintenant celui qui suit le développement de ces diagrammes de Bode a bien compris qu'on prend 1 plus J oméga sur oméga Z1 et on met 1 sur, on remplace le oméga Z par un pôle de fonction de transfert, et l'inverse de ça, il suffit de prendre ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire cette même courbe était symétrique dans ce sens-là, on va le trouver maintenant vers le bas, parce que c'est 20 log de 1, qui est égal à 0, moins ce qu'on vient d'analyser, le 20 log de 1 plus j oméga sur oméga P1. Donc il suffit de mettre le signe moins et on retrouve la même chose. On retrouve l'axe des x qui reste une asymptote, mais cette droite devient, avec une pente, égale à moins 20 dB. Le fait de trouver moins 20 dB va nous permettre de tracer maintenant la courbe qui passe par moins 3 dB. C'est lorsque oméga égale oméga P1, donc lorsqu'on a la variable oméga ici, on a une fonction de transfert qui devient 1 sur 1 plus j, et le module de cette fonction de transfert, c'est le module de 1 divisé par 1, racine carrée de 1 plus 1, eh bien ça va nous donner moins 3 décibels. Et nous trouvons ici la caractéristique assez connue de ce qu'on appelle un filtre passe-bas, qui serait aussi réalisé, et ça correspond à une fonction où les basses fréquences passent sont multipliées par 1, donc on les retrouve, la tension de sortie, s'il s'agit d'un quadripôle à basse fréquence, ce qui à l'entrée apparaît à la sortie, la tension U1 sinusoïdale apparaît telle qu'elle est à la sortie, avec son amplitude, et quand on augmente la pulsation, on commence à avoir une baisse de la tension à la sortie, et après on continue à baisser, et le diagramme asymptotique que vous voyez ici, sans la courbe qui passe, la courbe réelle, on parle très souvent d'une représentation asymptotique, c'est-à-dire on se contente simplement de faire ce que je vais marquer en bleu, c'est cette partie-là, et bien sûr cette droite qui est déjà en bleu, et nous parlons de cette asymptote, au diagramme asymptotique de la fonction 1 sur 1 plus j oméga sur oméga P1, qui est typiquement une fonction d'un filtre passe-bas ayant un pôle qui se trouve à oméga P1. Je vais traiter un exemple complet qui contient maintenant une fonction de Bode en fonction transfert h de j oméga qui contient 3 parties. J'ai une partie 1 j oméga sur oméga 2 qui se trouve au numérateur, donc ça c'est un 0 de fonction de transfert. J'ai 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 1 et j'ai 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 2. Je donnais des valeurs pour oméga 2 et oméga 1. Disons oméga 2 se trouve à 100 radians par seconde, oméga 1 se trouve à 1000 radians par seconde. Et j'ai rapporté les 3 fonctions sur un seul diagramme de Bode. Là, une fonction indépendante de l'autre en maintenant les mêmes couleurs. Donc la fonction de j oméga sur oméga 2, c'est une droite, on a vu ceci, d'une pente égale à plus 20 dB par décade, en chaque multiplication par 10, une décade, on va gagner 20 dB sur l'amplitude, et plus on augmente la pulsation, plus on va parcourir à la sortie de ce quadripôle, j oméga sur oméga 2, une amplitude qui est proportionnelle à l'entrée selon cette droite. Après, si vous prenez les 3 fonctions de transfert, c'est comme si on a pris un quadripôle, un premier quadripôle suivi par un deuxième quadripôle, suivi par un troisième quadripôle, et on les a mis l'un après l'autre, et on a regardé, on a imposé une tension à l'entrée, et on a regardé une tension à la sortie, que je vais appeler U-out. Ça, c'est une tension sinusoïdale, ça va être une tension sinusoïdale. Je fais varier ma pulsation de cette tension, j'observe la pulsation à la sortie, et je vais voir l'ensemble de ce diagramme de Bode qui va influencer la tension de sortie. Alors, si vous tracez individuellement la fonction rouge, donc celle qui est ici, donc ça c'est le H1 de j oméga,
là c'est le H2 de J oméga, et là c'est le H3 de J oméga, et c'est H1 de J oméga, H2 de J oméga, H3 de J oméga. Si vous prenez les trois fonctions et vous les additionnez, donc on a tracé la première, on va tracer la seconde, donc je n'ai qu'à prendre 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 2, qui correspond à ce diagramme asymptotique. Là, je n'ai pas tracé le diagramme réel, je me suis contenté de garder le diagramme asymptotique. Et j'ai fait pareil pour le deuxième, qui a la même forme, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1, mais j'ai oméga 2, oméga 1, le oméga 1 se trouve à 1000 radians par seconde, oméga 2 se trouve à 100 radians par seconde, et je n'ai qu'à additionner ces trois courbes ensemble. Donc je vais prendre plus 20 dB par décade, qui va s'ajouter tout le temps à 0. Je vais le trouver ici. Jusqu'à oméga 2, j'ai que la courbe 1 qui domine. Les deux autres m'ont donné un diagramme asymptotique égal à 0, donc je ne vois pas du tout d'effet, je trace cette pente. À partir de là, je vais additionner cette quantité-là à cette quantité-là chaque fois, et c'est la même quantité. J'ai plus 20 dB par décade, moins 20 dB par décade, ça va me donner 0 dB par décade. Donc ça donne un diagramme de Bode plat, jusqu'à ce que j'arrive ici, oméga 1. L'asymptote ici, j'ai d'un côté plus 20 dB, j'ai de l'autre côté moins 20 dB, mais à partir de là, j'ai plus 20 dB, moins 20 dB par décade, et aussi deuxième, moins 20 dB par décade, donc ça va me donner moins 20 dB par décade ici, et quand j'additionne tout ça, vous voyez en rouge le diagramme asymptotique de l'ensemble de cette fonction, et vous voyez dessous les valeurs qui auraient été mesurées si vous avez pris la tension de sortie et vous l'avez mesurée par rapport à la tension d'entrée. Vous aurez vu qu'à basse fréquence, la tension de sortie est basse par rapport à celle d'entrée, et puis elle va être amplifiée, amplifiée, amplifiée. Elle arrive à, lorsque oméga 2, au point oméga 2, et j'ai une atténuation de moins 3 décibels ici, pareil à oméga 1, et j'additionne, je trouve la courbe réelle qui passe juste en dessous du diagramme asymptotique, et après ça repart asymptotiquement sur moins 20 dB par décade, donc les fréquences augmentent quand j'arrive jusqu'à oméga 2, restent plus ou moins constantes, et après ça commence à s'atténuer, et là les pulsations entre oméga 2 et oméga 1 donnent une partie où plus ou moins j'ai le gain le plus élevé. On appelle ça filtre passe-bande, où je laisse passer une bande fréquentielle entre les deux pulsations, oméga 2 et oméga 1. Sinon, j'atténue de part et d'autre ce qui se passe avec. Donc on voit la puissance de cette représentation, et on voit la puissance le jour où chaque fonction que vous voyez là devient une fonction électronique que nous allons réaliser avec des circuits électroniques. Et quand on les place l'un derrière l'autre, nous n'avons pas besoin d'analyser tout le circuit, il suffit d'analyser un indépendamment de l'autre, tracer le diagramme de Bode et voir tout ça en additionnant simplement graphiquement ce qui se passe. Maintenant que on a bien analysé ce qui se passe avec la fonction de Bode module, donc on a regardé pour une fonction de transfert dans un diagramme de Bode module, il va nous décrire ce qui se passe avec la tension de sortie en termes d'amplitude par rapport à la tension d'entrée en termes d'amplitude. Je reprends la même forme ou les mêmes formes canoniques, je le représente une deuxième fois et je vais m'intéresser maintenant à la phase. Donc j'ai un nombre complexe. Si j'ai un nombre complexe réel, le K que vous voyez là, je vais chercher l'argument d'un nombre réel, donc l'arc tangente de K. Sinon, s'il s'agit d'un nombre complexe J oméga sur oméga Z0, je vais chercher l'argument d'une fonction de transfert qui est imaginaire pure, et je ferai pareil pour tout le reste, et je sais que les arguments vont s'additionner. Donc pareil, comme les modules, en s'intéressant à l'argument, on va se trouver avec des arguments qui vont nous donner des diagrammes que si on trace indépendamment l'un que de l'autre, et nous additionnons graphiquement, nous avons ce qui va se passer avec l'ensemble de cette fonction une fois réalisée par des fonctions électroniques
séparés dont on maîtrise la forme canonique à la fois en forme mathématique avec un nombre complexe et à la fois en termes d'implémentation électronique, donc quel type de circuit le réalise, qui sera étudié dans le cours d'électronique. Je commence par une fonction de transfert où c'est un réel pur. Donc j'ai arc-tangente d'une fonction réelle pure, et je sais que si l'argument est égal à 0, je suis sur l'axe des réels, eh bien je peux dire que la valeur, l'axe 0 c'est cet axe-là, là j'ai les oméga, et là j'ai la phase, et si la fonction k est négative, donc si je mets un amplificateur qui a un gain positif, donc prenons un quadripôle et mettons un gain positif, par exemple égal à 10, si c'est un réel pur égal à 10 par exemple, donc il est strictement positif, je vais me trouver avec la tension U2 et la tension U1 qui sont en phase. Les tensions ne seront pas déphasées. Par contre, si cette constante K est négative, je vais être déphasé de 180 degrés. Donc j'ai un inverseur. Donc nous allons parler d'un gain positif ou gain négatif. Et le gain positif me donne l'axe des X, il n'y a pas de déphasage. Et sur cet axe-là où j'ai rapporté les phases, si le gain est négatif, je vais avoir un déphasage de 180 degrés de pi. Ça signifie que j'ai inversé la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. On appelle ça inverseur. Dans le même ordre que j'ai effectué l'analyse pour les modules, je vais les faire pour les phases. Donc là, je prends la forme canonique J oméga sur oméga Z0. C'est un imaginaire pur. Et je vais analyser ce qui se passe avec. Eh bien, vous verrez, c'est très simple. On sait qu'on est sur l'axe des imaginaires. Et je vais avoir un déphasage égal à pi sur 2. Donc l'imaginaire pur, l'axe des imaginaires va me donner un déphasage de pi sur 2. Donc une fonction telle que celle-ci, quand on va réaliser avec de l'électronique, à chaque fois que je change la pulsation, je vais trouver à la sortie un déphasage égal à une constante est égal à 90 ou à pi sur 2 comme phase. Je vais prendre son inverse, donc 1 sur J oméga sur oméga P0. Là de nouveau, c'est l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de la partie qui se trouve au dénominateur va sûrement me donner un déphasage de moins pi sur 2. Donc je me trouve avec un déphasage de moins pi sur 2 qui va dire que la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée dans mon quadripôle a eu un retard de phase qui est égal à pi sur 2. Une fonction un tout petit peu plus élaborée, j'ai une partie réelle, une partie imaginaire. Alors l'arc tangente de ceci va être bien sûr arc tangente de oméga sur oméga Z1. Donc de nouveau, je vais tracer la fonction arc tangente oméga sur oméga Z1, qui est très connue, qui possède une asymptote lorsque oméga tend vers l'infini. Donc si ce terme est égal à infini, la partie imaginaire est beaucoup plus déterminante que la partie réelle, qui est égale à 1. Donc je peux simplifier ce 1, et je me trouve avec le nombre complexe J oméga sur oméga Z1 dans l'arc tangente. C'est ce qu'on vient de tracer tout à l'heure lorsqu'on a tracé la première asymptote de J oméga sur oméga Z1. C'est imaginaire pur. Pareil, lorsque oméga tend vers 0, ce terme ou cette fonction transfert devient réel pur est égal à 1. Donc on a deux asymptotes et on refait pareil comme dans le module. On met oméga égale à oméga Z1 et je vais trouver le nombre complexe 1 plus J qui correspond à un déphasage de 45 degrés qui est égal à pi sur 4, bien sûr. Et voici le diagramme de Bode, phase d'une telle fonction. Donc asymptotiquement, j'ai cet axe et j'ai cet axe. On avait trouvé qu'il y a l'axe des X, donc l'axe des oméga, et on a un déphasage de 90 degrés de pi sur 2 qui va être le deuxième axe. Maintenant, on a un point particulier lorsque on a la pulsation oméga égale à oméga Z1 qui correspond à ce point. Pour tracer le diagramme asymptotique qui correspond à un diagramme réel que vous voyez en trétillé juste dessous, nous multiplions la valeur
particulière oméga égale oméga Z1 par 10. Et nous le divisons par 10. Donc on a ce point-là et ce point-là. Et on trace cette droite bleue entre 10 oméga Z1 et 1 sur 10 oméga Z1. Et ça nous donne en bleu le diagramme asymptotique phase de la fonction 1 plus j oméga sur oméga Z1. Et la courbe réelle, quand on la trace par calculatrice ou par ordinateur, ou qu'on mesure les valeurs parce qu'on a réalisé le circuit électronique qui le fait, nous allons voir que ça part asymptotiquement sur l'axe des x. On va avoir la courbe qui passe de l'autre côté de cette droite jusqu'à oméga Z1. Il repassera par-dessus cette droite et pour revenir et repartir asymptotiquement là-dessus. Et l'erreur est de 5,7 degrés lorsqu'on est à 10 oméga Z1 et 0,1 oméga Z1. Donc en pratique, on se contente pour des esquisses manuelles au diagramme asymptotique et on connaît parfaitement ce qui se passe avec la courbe réelle, avec cette erreur réelle qu'on a par rapport à ce point 10 oméga Z1 qui correspond à l'ordre de grandeur de 6 degrés, inférieur ou supérieur selon où on se retrouve. Et sinon, on va se retrouver par rapport à la droite asymptotique de part et d'autre selon où on se retrouve de oméga Z1. Mais pour les esquisses, on fait la courbe en bleu et pour les mesures, on trouve cette courbe qui est approximée par la courbe qui est en bleu. Et vous avez aussi très bien saisi que si vous prenez le 1 sur la fonction qu'on vient de tracer, il suffit de prendre la même courbe, mettre un signe moins devant l'argument et vous retrouvez avec symétrie axiale. Donc on retrouve la même explication. Cette même explication réapparaît avec symétrie axiale par rapport aux axes des x. Et pour finir, l'exemple qui a été donné et tracé pour le module de fonction de transfert. Je le reprends pour le retracer pour l'argument de cette fonction de transfert. Donc vous retrouvez nos trois formes canoniques. Vous retrouvez des exemples pour oméga 1 et oméga 2. Pour ce qui est en rouge, on trouve un déphasage de 90 degrés. Pour les deux, le 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 1 et 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 2, eh bien on trouve les deux diagrammes asymptotiques qui ont la même forme, mais décalés. Pour oméga 1, on se trouve à 45 degrés ici, et pardon, pour oméga 2, et pour oméga 1, on se retrouve toujours à moins 45 degrés pour la deuxième courbe. Sinon, la forme de la courbe est la même, et je n'ai qu'à additionner graphiquement ceci. Donc je vais ajouter graphiquement ces trois courbes, et je vais trouver la fonction de Bode phase de cette fonction transfert, qui serait celle-ci. La voilà. J'ai additionné ici avec la courbe qui est en bleu clair ou en cyan. Vous voyez le diagramme asymptotique. Et là, ce qui est en trétillé correspond à la fonction réelle de la phase. Nous partons à basse fréquence avec une phase égale à pi sur 2. Et quand la fréquence augmente et la pulsation est au-delà de l'ordre de grandeur de 10 000, nous commençons à avoir un déphasage de moins pi sur 2. Et entre les deux, la phase change de telle manière selon l'addition de ces trois courbes qui correspondront en réalité à trois fonctions électroniques placées l'un derrière ou l'une derrière l'autre. On vient de voir dans cette annexe qui a été ajoutée à ce MOOC l'ensemble des diagrammes de Bode canoniques qui seraient utilisés dans ce MOOC. Donc ces diagrammes de Bode nous permettent après de trouver des fonctions électroniques et que lorsqu'on les réalise, ça nous permettrait de comprendre facilement le comportement fréquentiel uniquement en analysant les diagrammes de Bode, modules et phases de chaque fonction électronique, que ce soit dérivateur, intégrateur ou un gain simple. Donc ces fonctions linéaires qui seraient données comme exemple dans le cadre de ce cours, ceux qui n'ont pas suivi un cours sur les fonctions de Bode leur permettent de comprendre ceci. Donc c'est un annexe à ce MOOC.